vous accueillir cet après-midi après la projection de Délivrance. Et Michel Simon et moi-même allons avoir cette discussion avec vous. La première chose que j'avais envie depuis que j'ai vu ce film il y a longtemps, mais en le revoyant encore, c'est mais que veut dire le titre? Que veut dire délivrance? C'est la délivrance de qui et la délivrance de quoi? Well, the film is based on a novel by James Dickey, and the deliverance was these four urban men from Atlanta living rather comfortable lives, but not really exploring their manhood, and that this journey it delivers them from their comfortable lives into something deeper and more profound. Donc ce film est une adaptation littéraire du roman de James Dickey et il raconte l'histoire de 4 hommes citadins qui vivent une vie confortable à Atlanta et ils sont délivrés en réalité de ce confort, de cette prospérité. Mais est-ce qu'il y a une autre délivrance dans le film? Est-ce que, par exemple, vous seriez d'accord pour dire que des 4 hommes, le personnage principal est celui joué par Jon Voight, qui, lui, fait vraiment un parcours? Yes, well, you have these four men. You have Voight is the comfortable family man, and Reynolds' character is Lewis is the survivalist, the one who really wants to get in a situation where he can actually. His real ambition is to have the experience of killing someone. Donc, il faut analyser en réalité les 4 figures. Jon Voight est un père de famille, un homme ordinaire. Le caractère Lewis, joué par Burt Reynolds, est au contraire un homme primitiviste, dont le véritable objet est de pouvoir tuer quelqu'un. It is the mild character, Jon Voight character, who eventually becomes a heroic figure, who, because the Lewis character collapses, he breaks a leg and he's impotent. Donc, il est vrai de dire que c'est le plus tendre des deux qui devient, au cours du film, le plus héroïque, puisque l'autre casse une jambe et devient impuissant. So I think, Dickey and I got on very well on the whole, but we disagreed about certain things. One was that at the ending, Dickey's view was that these men were liberated by the experience and became whole and they achieved their manhood. Whereas I felt that the experience was a haunting nightmare. That's why at the end of the film, you see Jon Voight waking up with a nightmare, with his hand rising out of the water. Je me suis très bien entendu avec l'auteur, avec Dickey, mais nous avions certains différends. Et pour lui, c'est l'histoire d'hommes qui se retrouvent en tant qu'hommes. Et pour moi, au contraire, c'était une expérience cauchemardesque. Et c'est pour cette raison que j'ai donné l'image que voit Jon Voight en rêve, en cauchemar, de cette main qui sort de l'eau à la fin. Justement, je voulais déjà vous poser cette question par rapport à vos films précédents, Point Blank,
Hell in the Pacific, Leo the Last, c'était des films dont l'origine littéraire était moins respectable, ou en tout cas, c'était pas des mauvais livres, mais c'était pas des choses importantes. Là, il avait affaire à un classique moderne, un livre très, très réussi littérairement, donc il fallait à la fois respecter le livre et en même temps, comme il vient de le dire, de se distinguer de Dickey et ne pas adhérer au côté Hemingway de Dickey, au côté la régénération par la violence, qui est un thème américain. On se régénère par la violence, par la loi du pistolet ou des armes. Well, you know, the first third of the novel described these four men in their lives in Atlanta and with their families and their jobs. And so Dickey's view was that the film should follow that course, that we should meet them in their homes and workplaces. And I argued that, you know, with the movies it's different. That you cast these four men, and in the way they're cast and the way they play their characters, you get to know them. You don't need to see them in their environment. So I started the film with the men arriving up in the mountains. Dickey pensait qu'il fallait respecter la structure du roman, dont le premier tiers concerne leur vie de citadins à Atlanta. Et moi, je lui ai expliqué que au cinéma, c'est pas pareil. Que le simple fait du casting nous apprend tout ce qu'on a besoin de savoir sur les personnages et qu'on peut commencer directement dans le vif du sujet. À propos de... Est-ce vrai que vous aviez imaginé, j'imagine, dans les deux rôles principaux, Marlon Brando et Lee Marvin pour ce film? No, no. Originally, Warner Brothers, who financed the film, they weren't really very confident about the film, so they said to me, "We'll do it if you can find two major stars." Non, ce qui s'est passé, c'est que la Warner n'avait pas une énorme confiance dans le projet, et ils m'ont dit, on est d'accord pour le faire si vous nous apportez deux grandes vedettes. So I went to Jack Nicholson, who was a rising star at the time, and he agreed to play the part, the John Voight part. And then Jack said to me, who are you thinking of Del Rey? And I said, well, I'm not really very clear. But he said, what about Brando? Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'origine, je suis allé voir Jack Nicholson, dont la carrière était en train de prendre de l'ampleur, et je lui ai proposé le rôle joué par John Voight. Et il m'a demandé si j'avais pensé à quelqu'un pour l'autre rôle. Je lui avais dit, bah, je ne suis pas très sûr, et c'est lui qui m'a parlé de Brando. They were friends, Brando and Nicholson. So I went to see Brando, who at that time hadn't made a film for several years, and I spent the day with him, which was a memorable occasion. We talked about everything, and I'd made this film in Hell in the Pacific, and when I went to, Brando, of course, had this island also in the Pacific, and when I arrived, he said to me, we should look at each other for half an hour before we speak. Donc, je suis allé voir Marlon Brando, j'ai passé la journée avec lui, on a parlé de toutes sortes de choses, c'était très intéressant, et j'avais tourné ce film Duel au Pacifique, et bien sûr Marlon Brando était propriétaire d'une île au Pacifique, et on avait ce lien du Pacifique, et donc quand je suis arrivé, la première chose qu'il a dit, c'est il faudrait qu'on se regarde pendant une demi-heure avant de parler. Well, I just made a film in a Pacific island, and I knew that the people of the Pacific
would never speak to you until they got to know you. That is to say, they'd sit and look at you and smile, and only when they felt they kind of got to know you would they speak. So it was a familiar thing for me. Donc je venais de tourner dans le Pacifique et je savais que la coutume là-bas, c'est que les gens n'ouvrent pas la bouche avant d'avoir l'impression de se connaître et qu'ils vous regardent pendant un certain temps, souriant, mais ils ne parlent pas. So I sat there looking at Marlon Brando for about 20 minutes. Donc je suis resté là à regarder Marlon Brando pendant une vingtaine de minutes. And then we talked about acting, we talked about the deliverance, and by the end of the day, which was a memorable day because we spoke of so many things, particularly about acting, he said he could do it. And I said to him, who's your agent? He said, I don't have an agent anymore. He said, I haven't made a film for a long time, and I don't have an agent. So I said, well, how much do you want to play in the film? He said, I don't have a price. So he said, I'll tell you what, pay me the same as you paid Jack. I said, okay. Et donc nous avons passé cette belle journée ensemble, on a parlé beaucoup de choses, de jeu d'acteur, de délivrance, du projet, surtout du jeu d'acteur. Et à la fin, il a donné son accord pour faire ce film. Et je lui ai demandé le nom de son agent. Il m'a dit, je n'ai pas d'agent, je n'ai pas tourné depuis des années. Alors je lui ai dit, vous voulez combien pour faire le film? Et il m'a répondu, je n'ai pas de prix. Et face à ça, il a réfléchi et ensuite il a dit, vous n'avez qu'à me donner la même chose qu'à Jack. So I went to Jack's agent, and I said, what do you want me to pay Jack? And he said $500,000. And I said, $500,000? He's never been paid more than $50,000 for a movie. You know, he's made 5 easy pieces, and the agent said, well, he's a big rising star, and that's what we want. Donc je suis allé voir l'agent de Jack Nicholson et je lui ai demandé combien il voulait pour Jack. Il m'a dit $1 demi-million. J'ai dit $1 demi-million, il n'a jamais été payé plus de $50,000. Il venait de faire 5 easy pieces. Et l'agent a dit non, mais c'est ça que nous voulons. Son étoile est en train de monter. So I went to the head of the studio and I said, well, you said get 2 major stars in order to make the film. And I said, I've got Jack Nicholson and Marlon Brando. Donc je suis allé voir le patron du studio et je lui ai dit, vous m'avez demandé 2 grandes vedettes pour faire ce film. Et ben j'en ai 2, j'ai Jack Nicholson et Marlon Brando. So they were quite pleased about Jack Nicholson, but Marlon Brando at that time was before he played The Godfather, and they said, Jack, Marlon Brando is finished. He has his box office poison. Donc le studio était assez heureux du nom de Jack Nicholson, mais Marlon Brando, c'était avant qu'il tourne Le Parrain, et ils m'ont dit, sa carrière est finie. So he said, well, how much does Jack Nicholson want? I said, he wants $500,000. $500,000 for Jack Nicholson? This is ridiculous. And he's never been paid more than $50,000. I said, I know that, but that's what he wants. So, and what about Brando then? What are you paying Brando? I said, well, I agreed to pay him the same as Jack. Et donc, j'ai dû répéter la conversation, ma conversation avec l'agent Jack Nicholson. Et quand j'ai cité le chiffre de $500,000, ils ont été stupéfaits. Ils ont dit qu'il n'avait jamais été payé plus de $50,000. J'ai dit, je suis au courant. Combien veut Marlon Brando? Donc, j'ai dit la même chose. So, he said, get out of my office.
Donc il m'a chassé de son bureau. And when things settled down, they said, he said, okay, well, make the picture for $2 million and with unknowns, and then we'll do it. Et donc, à la suite de ça, ils m'ont dit, vous n'avez qu'à faire le film pour $2 millions avec des acteurs inconnus. So I toured around the regional theatres and I found Ronnie Cox and Ned Beatty, and then eventually I got John Voight and Burr Runnels to make up the foursome, and they all worked for very little money. And Voight, in particular, he'd done Midnight Cowboy, and then he did a film called The All-American Boy. Donc, je suis allé regarder dans des théâtres régionaux aux États-Unis. J'ai trouvé Ronnie Cox et Ned Beatty. Et ensuite, j'ai ajouté John Voight et Burt Reynolds pour compléter le quatuor. Et John Voight avait tourné Midnight Cowboy. And John Voight had made a film called All-American Boy, which was a disaster. And they couldn't cut it together. Et donc, il avait fait un autre film à la suite qui s'appelait All American Boy, qui était une catastrophe, et ils n'ont pas réussi à le monter. So Voight had been in the Catholic seminary before he started acting, and he was so disappointed in his career as an actor that he was thinking of going back into the seminary. Voight avait été séminariste avant de commencer sa carrière de comédien. Et il était tellement déçu à ce moment-là de sa carrière qu'il envisageait de retourner au séminaire. So I tried to persuade him to do the film, and he couldn't make up his mind. We talked endlessly about it, and he still couldn't make up his mind. And in the end, I said to him, we were on the phone, I said, John, listen, I've got to move on here. I'm going to count to 10. And if you haven't said yes by the end of the time I've counted 10, I'm going to put the phone down and I'm going to cast somebody else. So he said, well, why 10? Why not at least give me 30? Et donc on a beaucoup discuté, j'ai eu énormément de mal à le convaincre. Et finalement, je l'ai appelé au téléphone et je lui ai dit, John, voilà, il faut que je continue, il faut que je poursuive mon chemin. Je vais compter jusqu'à 10 et il faut que tu te décides. Il m'a répondu, mais pourquoi 10? Pourquoi pas compter jusqu'à 30? So I counted to 10 and he didn't answer. So I put the phone down. And then about 10 minutes later he phoned back and he said, this is not the way to cast. He said, "This is. I don't recognise your methods at all. I think we should go on talk." I said, "I'm not going to talk anymore. I'm not." And so he then said, "Okay, I'll do it." And then the very first shot of the film, I had the camera on him, and we did the take. And I said, "Okay, we'll move on now." He said, "But that's only one take." I said, yes, that's right, that's what, you should be ready to do. He was used to doing 10 or 15 takes just to get kind of move into it. So it was very interesting, the dynamics between those four actors. They were really incredibly brave in making this film, and they were, and I treated them like horses that had to be broken. Alors, j'ai compté jusqu'à 10, et puis j'ai raccroché. 10 minutes plus tard, John Voight m'a rappelé. Il m'a dit, c'est pas comme ça qu'on choisit un comédien. C'est pas comme ça qu'on fait un casting. Et il faut continuer à discuter. J'ai dit, on a assez discuté, il est hors de question de continuer à discuter. Et il a accepté de faire le film. Et puis, on a tourné le premier plan, et puis j'ai fait une prise, et j'ai dit, c'est bon, on passe au suivant. Il a dit, mais on n'a fait qu'une seule prise.
Et je lui ai dit, bah oui, il faut que tu sois prêt à faire une seule prise. Il était habitué, en réalité, à faire à chaque fois 10 ou 15 prises. Et donc j'avais ces 4 comédiens et que j'ai dû diriger comme on débourre un cheval. And, you know, one last point about that, because John Boyd told everybody afterwards, he said, you know, I was in despair, and John convinced me to do this picture. He saved my life. And then he spent 10 weeks trying to kill me. Et donc, juste pour finir, John Boyd a raconté par la suite, il a dit, j'étais vraiment au fond du trou, et John m'a sauvé la vie. Et ensuite, il a passé 10 semaines à essayer de me tuer. Ce qui est frappant, évidemment, c'est le côté extrêmement spectaculaire du film au point de vue de l'action physique. Et si j'ai une bonne information, je crois que toutes les scènes de canoë ont été en fait faites avec une équipe de 8 personnes, dont les 4 acteurs. 4 acteurs, le metteur en scène, le chef-op et 2 techniciens. Est-ce que c'est... Parce que c'est assez exceptionnel pour une production Warner. Yes, well, certainly the river scenes were done with a very small crew. We would, the actors would have their lunch in a plastic bag, sealing it off from the water, and the cameraman, myself, and a grip, and we shot it in a very simple, with a very small crew, and I didn't even record sound. And there was one rather awful moment when I cut the film together, and then because I hadn't recorded any sound, I put my voice on all 4 characters, so as a guide for them to do their post dialogue. And when they came in and watched my voice on all these 4 characters, they were so appalled and they couldn't stop laughing, and I had great difficulty getting them to do the work. Donc c'est exact pour toutes les séquences de rivière. On était très très peu nombreux, une très petite équipe. J'étais là avec un opérateur, un électro. Ils avaient un pique-nique pour midi dans un sac en plastique pour que la nourriture reste au sec. Et j'ai même pas fait de prise de son. Il n'y avait pas de son. Donc évidemment, quand j'ai monté les séquences, j'ai moi dit les dialogues pour sonoriser la séquence. Et quand les acteurs ont vu ça, j'ai eu beaucoup de mal à les faire travailler par la suite, tellement ils se moquaient de moi, tellement ils riaient. On dit souvent que John Ford choisissait de tourner à Monument Valley parce que comme ça, il était loin des studios et des gens qui décident. Et personne comme ça ne pouvait l'empêcher de faire son film. Est-ce que, pour vous aussi, qui étiez un Anglais à Hollywood, qui aviez fait Point Blank, vous aviez eu des difficultés avec le studio, est-ce que le fait de tourner des films loin, dans la nature, en pleine nature, bien sûr ça correspond à votre goût, mais est-ce que c'était pas aussi une stratégie pour faire le film que vous vouliez? Well, it certainly helps that it became very intimate between the 4 actors and myself and the landscape, the river, that we were alone really, and a long way from Hollywood, and all the kind of restraints that go with that. So it was liberating for all of us. Ça construit un rapport très intime entre moi-même, l'équipe, les comédiens et la nature, la rivière. Et de ce point de vue-là, c'était une émancipation. Mais tout de même, bien sûr, c'est un goût britannique de beaucoup d'écrivains, sont des grands voyageurs. Les Anglais sont des grands voyageurs. Mais d'où vient cette propension chez vous à aller tourner
en Afrique du Sud, en Birmanie, ou en tout cas dans le sud-est asiatique, dans le Pacifique, dans les rivières, les torrents des Appalaches. Il y a tout de même une vocation chez vous à aller ou Excalibur, des scènes d'action très, très fortes. Well, I think that I always had a sense of adventure, but also I was always drawn very strongly to the wilderness, whether it was the Amazon forest or whether it was the great rivers or, you know, all the experiences I had, like living with a Stone Age tribe in the Amazon, in the Xingu, or experiencing the teak forest in the mountains of Burma. These were memorable and wonderful things. I was so privileged to experience them. J'ai toujours eu un goût pour l'aventure et pour les régions les plus sauvages. Et ça m'a énormément apporté de passer ce temps avec une tribu de l'âge de pierre en Amazonie ou dans les forêts de teck. Mais au moment où vous faites ce tournage de Délivrance, vous tournez avec le directeur de la photographie Vilvos Zsigmond. Et vous êtes donc, comme vous disiez, une toute petite équipe. Comment vous avez préparé ce tournage et quelles étaient les grandes règles à respecter pour que le film se fasse? Well, you know, I think that it's important to cast a cameraman as much as to cast an actor. Certainly, Vilmos Zsigmond was a tough, wiry, and adventurous character, you know, who escaped the Russian tanks in Budapest in '56, and he was exactly the sort of person who I needed in a film like this. Whereas he couldn't have made Zardos, for instance. You know, he didn't have the poetry. But so you have to cast the cameraman, I think, and I think that that's not generally understood. Le choix, le casting d'un directeur de la photo est aussi important que le casting d'un comédien. Vilmos Zsigmond était un dur, quelqu'un d'agile, avec un sens de l'aventure. Il avait échappé au tank soviétique à Budapest en 1956 et il était destiné à faire ce film. Il n'aurait pas pu faire, par exemple, Zardos parce qu'il n'avait pas le sens de la poésie nécessaire. So Jeffrey Unsworth, who shot Zardos and also 2001 and many other films, a great poet of light, and he wouldn't have lasted 10 minutes in Deliverance. Donc Jeffrey Unsworth, qui a tourné Zardos et 2001, est un grand poète de la lumière. Il n'aurait pas survécu 10 minutes dans Deliverance. Maybe a last question on Deliverance. It's not finished, but just on Deliverance. About the music, you know, and also your conception of film music, but particularly in this film where you have only the dueling banjo which runs through the film. Juste une dernière question sur la musique de Deliverance, la conception de la musique et ces deux banjos. Well, I've spoken about the difficulties, budget difficulties of making Deliverance, and the studio were constantly trying to get me to make it cheaper and cheaper. And in the end, the only thing I had left to cut was I had money in for an orchestra and a composer. And I had already decided to use dueling banjos as a theme for
for the score, and so I decided to cut the composer and cut the orchestra, and then just get 2 musicians in to do variations on dueling band. Constante du point de vue budgétaire de la part des studios. Et j'en suis venu au point où la dernière chose à couper, et j'avais prévu un orchestre, un compositeur, et j'avais aussi l'idée de faire une musique à partir de ce duel de banjo. Et je me suis dit, je peux me passer de l'orchestre, je peux me passer du compositeur, et juste avoir le banjo. I think the relationship between film and film music is a very difficult and interesting one. I think, particularly today, orchestral scores often overwhelm films, particularly with, for instance, a lot of films of Scorsese and Coppola and so forth often have a score which starts with the first frame of the film and goes on right through to the end. Le rapport entre musique et cinéma est un rapport très intéressant, et pour moi, souvent, la musique orchestrale noie le film. Et par exemple, dans le cinéma de Scorsese ou de Coppola, très souvent, on a une musique symphonique qui commence à la première image et qui continue jusqu'à la fin du film. Mais juste pour vraiment conclure sur Délivrance provisoirement et cette scène du banjo, c'est vrai, c'est une des scènes les plus connues de votre œuvre, c'est une des scènes les plus légendaires. Est-ce que aussi c'est parce qu'elle contient, sans qu'on puisse peut-être le décrypter sans vous, mais en tout cas elle contient quelque chose de la vérité du film? C'est comme une maquette à l'intérieur du film, du sens du film. Yes, but the scene at the beginning of Deliverance where they meet at this filling gas station where there's boys playing banjo, and there's a connection between Drew and the boy through the music. And they play against each other in a kind of conversation. And that becomes a sort of metaphor for the whole film. And subsequently you see the boy on the bridge watching them go down the river. And that somehow it's the connection they make with the mountain people. And that connection is broken. And then of course it resumes when they meet the mountain men who kill and seduce them. Bien sûr, cette scène d'ouverture où ils sont dans la station de service et ils rencontrent ce garçon qui joue banjo, il joue contre lui, devient une métaphore pour tout le film et pour leur rapport à ces montagnards, un rapport qui est d'abord coupé et puis qui est renoué au moment où ils vont être séduits et tués. Il y a un film, un autre film de vous, tourné et réalisé plus de 10 ans après Délivrance, qui est La Forêt d'Émeraude, et qui semble une sorte de continuation ou de film jumeau ou de film en écho avec Délivrance. Et en même temps, quand on voit La Forêt d'Émeraude, et vous avez consacré un livre au récit du tournage, on se dit, mais où trouve-t-il la force ou la conscience de se mettre dans de telles histoires? Est-ce que vous pouvez nous... Well, in the Emerald Forest, the tribe where the boy, we see the boy disappears into the forest. He's taken by a tribe, and the father spends 10 years every vacation searching for the boy, who is taken in by this very primal tribe. And the tribe is so integrated into the whole notion of the forest. They become a kind of metaphor for the forest. And so you have a man, an urban
engineer from the modern world, connecting with, deeply connecting, or attempting to connect with the forest as expressed by the tribe. Donc, l'histoire de la forêt d'émeraude, c'est un garçon qui est pris par une tribu, et pendant une dizaine d'années, son père va aller dans la forêt à la recherche de son enfant. Et la tribu s'identifie tellement à la forêt, elle est tellement forêt, que le film raconte en réalité comment ce citadin, lui aussi, fait de son mieux pour entrer dans cette forêt et devenir forêt. On a le sentiment, que ce soit dans La forêt d'émeraude ou un document, enfin un autoportrait que vous avez fait qui s'appelle I Dreamed, I Woke Up, on a le sentiment que vous avez je dirais un regret profond, même Excalibur d'une certaine manière, un regret profond du temps d'avant la révolution industrielle. I suppose that's true, yes. I think somehow the evolution of mankind into the industrial age and beyond, the industrial age seems to be actually a passing point towards the evolution of the robots. And so I think the further away we move from the natural world, the more treacherous our lives become. So once we lose the connection to the natural world, we lose our footing and our grip on reality. Mais pardon. Vous avez sans doute raison. Je pense que l'âge industriel n'est qu'une transition vers un monde de robots. Et je pense que quand on perd notre connexion à la nature, alors on entre dans une zone très périlleuse et on perd le sens de la réalité. Mais d'ailleurs, la remarque de Bernard sur son goût justement d'une époque précédant la révolution industrielle est sûrement pertinente dans la mesure où lui-même, depuis 45 ans, a choisi de vivre en Irlande, qui est un pays de mythes, de poètes, et où il a tourné plusieurs films, Zardoz, Excalibur, The General, Tiger's Tale. Donc ça s'exprime aussi dans sa vie. Yes, I suppose my retreat to Ireland, where I have lived for the last 47 years, is, as Michel says, it's in Ireland, with its mysticism and its mists, as you said, it's still somewhat protected from a great deal of what's happened in other parts of the world. Oui, ma décision de me retirer en Irlande, où je vis depuis 47 ans maintenant, est sans doute liée à ça, car, comme vous le dites, l'Irlande est un pays de brume et de mysticisme, et un tout petit peu protégé peut-être de ce qui arrive ailleurs. Peut-être que dans votre film autobiographique, Open Glory, Open Glory se divise en deux parties, et la deuxième partie se déroule là où vous êtes né, c'est-à-dire aux environs de Ashburton, dans la banlieue de Londres, et c'est une enfance directement en contact. Alors là, il n'y a pas de séparation entre l'homme et son environnement, entre l'homme et la nature. Mais sans doute que dans ces expériences enfantines, quelque chose d'un rapport, d'un acte d'amour avec la nature s'est noué. Well, it's often said that I
was born in Shepperton. I actually wasn't born in Shepperton. I was born in London, really. But as you say about Hope and Glory, the first half is about my experiences as a child in the London Blitz, and then the escape to the river at Shepperton. So this back into the world of nature. So, if you like, my childhood was a kind of mirror of what I've been talking about, which is from the urban world, which included war, to the peace and river and countryside of the second half of the film. On dit souvent que j'étais né à Shepperton. En réalité, ce n'est pas le cas. Je suis né à Londres. Mais il est vrai que mon enfance reflète ce mouvement, car la première partie était en ville et une ville en guerre. Et après, il y a eu cette transition vers le fleuve et vers la nature. Mais on va regarder, si vous le voulez bien, un extrait de Hope and Glory, mais qui appartient donc à la première partie du film et qui raconte, avec l'extrait que nous avons choisi d'un commun accord, qui raconte, qui donne une impression de ce qu'ont été vos années d'enfance. Donc on regarde cet extrait qui se déroule dans les ruines de Londres et où un garçon, en tout cas... Just, I should say, this is the scene with the gang, the boys, the children, and it's the little boy, who is my surrogate, has heard someone calling out the word fuck. And that you need to know that before you see this clip. Je voudrais juste dire, on va voir une scène où il y a le personnage qui me représente, qui est avec une bande de garçons, et il est important de savoir que juste avant, il a entendu quelqu'un crier le mot fuck. Ok. Bon, on regarde l'extrait, on reste là, et l'écran va se rouvrir. Il y a une autre séquence où on vous voit enfant jouant avec des petits soldats de plomb qui sont les chevaliers de la table ronde. Et évidemment, c'est très intéressant parce que je pense que c'est très fidèle à votre enfance. Et votre intérêt pour le Graal est dans une certaine mesure, presque tous vos films racontent une sorte de quête, c'est-à-dire des personnages qui sont à la recherche de quelque chose et qui sont transformés par le voyage. C'est-à-dire que les personnages ne sont jamais les mêmes à la fin du récit qu'au début. Il y a quelque chose qui les transforme. Yes, I do show this very early on in Hope and Glory, where the boy is playing with these little soldiers and things, and amongst them are the knights of King Arthur. And I had those as a child, and it's interesting that the myth of the Arthurian myth is so ingrained into British life, really, is that no one can ever tell you when they first heard that story. C'est vrai, c'est quelque chose que je montre dans une des scènes très tôt dans le film, des soldats de plomb, et parmi eux des chevaliers de la table ronde. Et c'est quelque chose de très véridique. Les légendes du roi Arthur sont tellement inscrites dans l'imaginaire britannique que personne n'est capable, en Angleterre, de dire quand ils ont entendu ces histoires pour la première fois. It was, I think that this story, this myth, the Arthurian legend, is somehow absorbed with your mother's milk, because nobody ever can tell you when they first heard that story. So I was one in a long line of storytellers who told a version of that story.
C'est une légende qu'on acquiert avec le lait maternel, et je ne suis un membre d'une longue lignée de gens qui ont raconté ces histoires. Mais c'est vrai qu'une de vos caractéristiques à travers vos films, et on l'entend encore aujourd'hui, c'est à quel point vous aimez conter et raconter des histoires. Et que vraiment, même si on peut dire que dans un film comme Point Blank, la narration est déconstruite, vous avez quand même un goût inaltérable pour le récit. Mais pour prolonger la question de Michel Simon, en quoi vous diriez, puisque ça va être ensuite effectivement le trajet de vos personnages, en quoi vous diriez que la guerre vous a profondément changé et transformé à jamais? Well, I think this, when you raise the question of what the need, the importance of stories, I think that because the world we live in is chaotic and ruled by chance, we have a great need for myths, legends, stories that will help to explain or put some kind of shape into the world we live in. Vous évoquez la nécessité des contes, des récits. Je pense que c'est tout simplement que nous vivons dans un monde chaotique et arbitraire, et que c'est par les récits qu'on donne forme à ce que nous vivons. You know, when I'm at home in Ireland and I sit outside in a deck chair watching my trees grow, and there's no winds, it's a calm, lovely day, and it's easy to forget that you're hurtling around the sun at 8 kilometers a second. But that's the world we live in, and stories are what saves us from insanity. Quand je suis devant ma maison en Irlande, un jour sans vent, dans mon transat, et que je regarde mes arbres pousser, il est facile d'oublier que nous vivons dans un monde qui court à 8 km/s autour du Soleil, et c'est pourtant le cas. Et c'est par les histoires que nous réussissons à faire sens. Il y a plusieurs tendances dans le cinéma britannique, mais deux particulièrement, qui sont une qui est plutôt dominante dans les films d'auteur, c'est le réalisme, qui a été illustré par le Free Cinema et par Mike Leigh, Ken Loach, et l'autre qui est un monde plus de l'imaginaire, du fantastique, comme des gens comme Michael Powell. Et ce qui est intéressant dans sa filmographie, c'est qu'il a commencé à être remarqué par des documentaires très bons, excellents, tournés pour la télévision, comme Citizen 63, qui était un portrait de 6 personnes réelles. Il en a filmé 3. Et puis, par exemple, The Newcomers, qui était la vie d'un couple pendant 6 heures à Bristol. Et pourtant, son cinéma allait devenir complètement différent, aller justement vers l'imagination, parfois le fantastique, en tout cas la poésie. Et comment s'est passé ce changement de quitter une tradition pour retrouver d'autres racines? Well, I started making documentaries for the BBC, and they were largely about people and places. But little by little, I became frustrated by naturalism. J'ai commencé ma carrière en réalisant des documentaires pour la BBC, qui avait pour sujet des personnes et un peu des lieux. Mais très rapidement, ce naturalisme est devenu frustrant. And my documentaries gradually became dramatized and more to do with the imagination. Et petit à petit, mon style documentaire est devenu de plus en plus proche de l'imaginaire et de plus en plus narratif. So when I started to make fiction films, I felt liberated from naturalism and
more and more towards really, I think film aspires to the condition of poetry at its best. Quand je suis passé au cinéma, j'étais dans un sens déjà émancipé du naturalisme, et je pense que le cinéma se rapproche à son meilleur de la poésie. And I still feel that the film is not as evolved as much as it can be. I think that film is very much connected to dream, to the unconscious. And when we're watching film, D.H. Lawrence described it when coal miners in Nottingham watching film, and they're watching with their mouths gaping open and their eyes wide, and it's as though they're entering some kind of dream. Je pense que le cinéma n'est pas au bout de son évolution et que sa caractéristique est de se rapprocher du rêve. C'est quelque chose décrit par l'auteur britannique D.H. Lawrence. Il parle des familles de mineurs dans le nord de l'Angleterre qui regardent bouche bée l'écran comme entrant dans un rêve. And it looks very often, you look at a cinema audience, they look as though they're in trance, some kind of trance. And I think at its best, as an audience, part of an audience myself, I think that moment where you lose your grip on reality and you are sucked into the film and out of your life into a spiritual world is wonderful. One of the great experiences that we can have. Et moi-même, j'ai cette expérience quand je fais partie d'un public, je regarde le public et je vois des gens en transe. Et je crois que ce moment de bascule où on quitte sa propre vie pour entrer dans le film est une des plus grandes expériences presque spirituelles qu'on puisse avoir. C'est sans doute en Occident, en tout cas, ce qui nous permet le plus de nous rapprocher d'expériences chamaniques telles que vous avez pu en vivre dans la jungle. Yes, you know, when I lived with this tribe in the Xingu region of the Amazon, and the shaman, who was a very famous shaman with enormous powers and much feared. J'ai vécu donc dans cette tribu dans le Xingu en Amazonie, et il y avait là un chaman qui était un chaman très célèbre qui avait de très grands pouvoirs et il était très craint. And he asked me what I did, and I found it very difficult to describe film to someone who'd never seen a film or watched television, and so I said, well, it's a way of seeing the world. You can see a face close up, and you can see a landscape, and you can go back into the past, and you can go into the future. And he said, oh yes. He said, well, that's exactly what I do. And he said, we do the same thing altogether. There is this very strong relationship between, because I experienced it myself, of going into trance with this shaman, and the experience of trance is very much like watching a movie. Et donc ce chaman m'a demandé ce que je faisais de ma vie. Et il est très difficile d'expliquer le cinéma à quelqu'un qui n'a jamais vu d'écran, qui ne connaît pas la télévision. Et donc je lui ai dit que je montre le monde aux gens, que je peux leur montrer un visage de très près, un paysage, que je peux les faire entrer dans le passé ou entrer dans l'avenir. Et il m'a répondu, c'est exactement ce que je fais, c'est exactement ce que nous faisons ici. Et je pense en effet que le cinéma et la transe sont très proches. Mais en même temps,
si on l'écoutait seulement parler de ces choses, on pourrait penser que son cinéma n'est pas en rapport avec les problèmes du monde. Or, ces films sont aussi très ancrés dans la réalité. Léo Zola, c'est une fable sur le monde développé et le monde sous-développé, les pauvres et les riches. Il y a la Birmanie avec Aung San Suu Kyi, il y a les procès Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud, il y a les multinationales dans Point Blank. C'est aussi un commentaire politique sur le monde. Yes, I think that you mentioned Neil Last and indeed one or two other films that I made where I'm contrasting the affluent, sophisticated world with a rather primitive element, the gap between rich and poor, and so on. This is one of the themes that I seem to come back to, but it's in that connection between those two worlds, that in that gap in between is where you can find the world of the spirit. And that's what I've tried to do anyway. I've tried to make those connections between the geopolitical and the spiritual. Vous avez parlé de Léo Zola, de plusieurs d'autres films que j'ai faits où il s'agit d'établir un contraste entre le monde des riches et le monde des pauvres, de poser ces questions-là. Mais c'est aussi parce que je pense que c'est dans cet espace que se trouve le spirituel. Et que j'ai essayé d'établir cette connexion et de montrer cela. Pour montrer je dirais, votre rapport au monde contemporain, et pour commencer, on conclura par là, on va regarder un deuxième et dernier extrait très court d'un film que vous avez fait dans les années 90 et qui s'appelle The General. Et on regarde l'extrait et après ou avant, vous nous expliquerez de quoi est-il question à propos de ce personnage et pourquoi il vous a tant séduit. Et on conclura avec cet extrait et ce film. Well, the general, Martin, yeah, he was a rather famous Irish gangster who was very intelligent, and when he made his various attacks on society, they were always done with a sense of humour, and also by it wasn't enough for him to make a lot of money or steal a lot of jewelry. He also had to make fools of the police. And you might say that, yeah. Donc, le général était un gangster irlandais très célèbre. C'était un homme d'une très grande intelligence. Et il avait un grand sens de l'humour. Et il ne lui suffisait pas de prendre de l'argent ou de prendre des bijoux. C'était important aussi pour lui de se moquer de la police. My view of him is he related very much to the old Irish chieftains who were always stealing each other's cattle, and also done with a certain sense of humour. Et pour moi, c'était la continuation des vieux chefs de clan irlandais qui n'arrêtaient pas de voler le bétail les uns des autres et qui le faisaient aussi avec un grand sens de l'humour. Voilà, en 2 minutes, vous allez être présenté à Martin Cahill dans donc, The General, un extrait de 2-3 minutes. C'est bon. Well, that's an example of what I was saying, of his cruel wit and his desire to always make fools of the police. C'est donc un exemple de son esprit vif et cruel et son envie de se moquer de la police. Avant de poser une dernière question qui a trait à l'autobiographie, je crois qu'il y a même un moment où vos deux vies se sont rencontrées, Martin Cahill et vous.
Yes, one of the reasons I wanted to make this a film about this character was that he burgled my house. and he took, one of the things he took was, I had on the wall of my study framed gold records from dueling banjos, from Deliverance. And of course, so he took those because he thought, obviously he thought they were made of gold instead of, they were just vinyl sprayed with gold paint. And so I put that scene into the film where he just discovers that they're not made of gold. And so it was a way of getting my own back on him, really, that I made the film. So that was, yes, it was an example of life overtaking fiction. Ce film est une vengeance un petit peu parce que j'ai été cambriolé par Martin Carrel. Il est venu chez moi et parmi les choses qu'il a volées, il a volé 2 disques d'or de la musique de Dueling Banjos de Deliverance qui était encadrée et accrochée au mur. Il devait penser que c'était des vrais disques en or plutôt que du vinyle peint de peinture dorée. Et donc j'ai mis cette scène dans le film où il découvre que l'or n'est pas de l'or. Juste une chose pour que les spectateurs comprennent, parce que Martin Cahill a cette caractéristique absolument hilarante pendant tout le film, c'est qu'il met tout le temps, dans certaines occasions, sa main sur son visage. Il parle en se cachant, il parle en regardant à travers ses doigts. Pourquoi fait-il ça? Well, he always succeeded in not being photographed, so that nobody knew what he looked like. And this is why he covered his face all the time. That was the reason. Il a réussi à ne jamais être photographié et personne n'a jamais su à quoi il ressemblait. C'est pour ça qu'il le fait. Mais dans le film, on a l'impression que chaque fois qu'il s'adresse à une autorité, que ce soit la police, la banque, il cache son visage comme si, d'une certaine manière, il ne voulait pas dialoguer avec eux. Yes, he kept himself, separated himself from society and the police representing society. Oui, c'est une manière de se tenir à part de la société, la police qui représente la société. Oui, donc la dernière question, c'est John Boorman s'est illustré dans tous les genres cinématographiques pour les renouveler, pour avoir une approche fraîche de ces genres. Et en même temps, à l'opposé, il a de plus en plus filmé, écrit des textes autobiographiques. Les 2 films, évidemment, Open Glory sur son enfance, Queen and Country sur son service militaire, qui est son dernier film, mais aussi un autoportrait, I Dreamt I Woke Up, un autoportrait filmé. Il a écrit un journal de l'année où il a tourné La Forêt d'Émeraude. Il a écrit son autobiographie qui va paraître chez Marais à la rentrée. Vous pouvez la lire en français. Donc tout cela, c'est un homme visuel, mais aussi un homme qui aime les mots, la littérature. Est-ce que, visiblement, ça a été de plus en plus net dans son parcours de s'adresser à cet aspect personnel? I think that's very true. More and more I've been looking at my own life and my own ideas and thoughts in what I do, in the films that I've made, and also in the writing, in my books. And I write and direct radio plays, and also, which are also very often about my own life and my own views. So I've been very fortunate in having the opportunity to explore the world around me as I have experienced it, and that's something that's been a great privilege. And
I'm now writing my third memoir, and it's called Conclusions, and that will positively be the last thing I write or make. And in it, I have explored my philosophy of filmmaking, particularly, and so that maybe that might help one or two young directors in following my methods. Je pense que c'est absolument exact, et dans les écrits, et maintenant j'écris et je réalise des émissions de radio. Et c'est vrai que j'ai eu le grand privilège de pouvoir aborder le monde de manière subjective. Et aujourd'hui, je suis en train d'écrire un troisième texte autobiographique qui sera le dernier, il s'appelle d'ailleurs Conclusions au pluriel. Et j'essaye d'y expliquer ma philosophie cinématographique de manière à ce qu'elle serve à des jeunes réalisateurs qui pourraient vouloir suivre mes idées. La rétrospective de tous vos films, tous ceux qu'on a cités et les autres, va se dérouler tout au long du mois de juin. Les spectateurs vont pouvoir découvrir ou redécouvrir la totalité de votre œuvre. Je voulais, en notre nom à la Cinémathèque et au nom de tous les spectateurs, vous remercier du fond du cœur, John Boorman, pour le temps que vous avez bien voulu nous consacrer. Merci. I would like to thank the Cinematheque for this great privilege of having showing all my work. It's a crowning point to my career. And thank you. Je voudrais remercier la Cinémathèque pour ce grand privilège d'avoir une rétrospective ici, qui est l'apothéose de ma carrière.